Eh bien, bonsoir. Donc le micro, voilà, il y a le micro. Peut-être me présenter un petit peu pour. Donc oui, je m'appelle Cédric. J'ai une formation de logique mathématique. J'ai enseigné, fait des remplacements aussi pendant pas mal d'années, mais j'ai toujours aimé les arts, la musique notamment au départ, et puis ensuite je me suis formé au théâtre et puis à la pratique du clown théâtre, sur lequel je reviendrai ultérieurement. Et donc maintenant, ça fait à peu près une quinzaine d'années que... non, moins de 15 ans quand même, 12 ans, que j'ai monté une compagnie de théâtre scientifique qui s'appelle l'Île Logique. Et donc l'île logique, comme une île qui serait logique, évidemment. Et bon, je reviendrai dessus ensuite. Donc voilà, maintenant je suis intermittent du spectacle et je m'occupe de l'île logique. Ce que je vais vous dire ce soir repose beaucoup sur un livre que j'ai écrit il y a maintenant, enfin qui est paru il y a maintenant un an et demi, qui est préfacé par Cédric Villani, qui est un mathématicien que bien des gens connaissent, et par Bertil Sylvander, qui est un maître clown du Bataclown qui se trouve vers Toulouse. Les ouvrages, si vous les souhaitez, on peut voir ça en fin de... Enfin, je sais pas, mon objectif, c'est pas de les vendre, mais c'est que les gens les lisent. Voilà, j'ai monté l'île logique. L'île logique, il y a deux, trois petits trucs à dire avant de rentrer en fait dans le... Moi, ce dont je voulais parler ce soir, c'est l'importance, la pertinence de la démarche clownesque pour celui qui apprend, qui cherche en mathématiques, ou celui qui enseigne. Ça peut être les deux. Je pense pas, on va pas pouvoir balayer tout ce que je dis dans ce livre-là, parce que c'est un peu ce propos-là qui s'illustre par ce qu'on fait dans l'île logique. Mais voilà, bon, l'idée, c'est d'aborder ça. Donc je reviendrai sans doute sur la question du clown. Qu'est-ce que j'entends par clown? Et donc avant cela, essayez de vous parler de l'île logique vite fait. C'est donc une compagnie de théâtre. On propose aujourd'hui 10 spectacles de vulgarisation des sciences théoriques. Donc c'est vrai que ce soir, je vais peut-être un petit peu plus axer sur clown et mathématiques, mais ça peut s'élargir à théâtre et sciences théoriques, voire à même plus large en fait. Je pense que le personnage du clown, il peut aider dans toute forme de pédagogie, hein, selon moi. Voilà. Alors, je dirais pour démarrer que je pense qu'il y a deux sortes de sciences. Il y a les sciences appliquées et les sciences théoriques. Je les distingue par le fait que les sciences appliquées ont quand même un objectif global qui est d'écrire le monde. Non, pardon, les sciences appliquées, elles ont un objectif d'améliorer le monde. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des ponts, on va prendre voilà, les ingénieurs, ils vont utiliser les sciences pour aller améliorer le monde, donc ça part d'une espèce d'insatisfaction. On veut changer les choses, changer la nature, changer la planète, c'est le thème des conférences. Les sciences théoriques, elles sont justement là pour comprendre le monde, c'est-à-dire comprendre pourquoi les objets tombent, qu'est-ce qui se passe, se questionner sur le monde et essayer de le comprendre. Donc ça repose plus sur un émerveillement. Et moi, ça a été à la base vraiment de le fait de monter l'île logique. C'est ça, c'est ce côté émerveillement. Donc on est dans les sciences abstraites, les sciences théoriques. Il y a un deuxième point qui est important sur les sciences théoriques, c'est que c'est dans l'imaginaire. Les mathématiques n'existent pas. Le nombre 19 n'est pas quelque part. Si vous avez 19 cailloux dans la poche, c'est des cailloux que vous n'avez pas le nombre 19. Il n'existe que dans notre tête. La chaise ou une table a une forme de rectangle, c'est pas un rectangle. Le rectangle, il est abstrait. Il n'existe que dans notre imagination. Et ça, l'imaginaire, c'est quelque chose qui va être très important pour le mettre en lien avec la question du clown et la question du théâtre en général. Bon, un troisième point qui fait que j'ai fait le choix que ça soit sur les sciences abstraites, évidemment, c'est que moi, c'est ce que j'aime bien faire, en fait, j'aime bien. Donc, voilà. Alors, l'île logique, le but, c'est de donner goût au raisonnement, à la démarche scientifique, en étant rigoureux et en essayant d'amener les choses, mais avec un regard différent qui va être celui du théâtre et particulièrement, spécifiquement, par celui du clown. Le personnage du clown, sur lequel je vais revenir rapidement, donc ensuite. Donc voilà, on propose une dizaine de spectacles. On a des spectacles pour les tout petits qui
qui maîtrisent à peine le langage. Alors on va leur parler de devant, derrière, dedans, dehors, demain, hier, des tas de trucs qui sont pas si évidents que ça, parce que c'est difficile à comprendre pour les petits. On a des trucs pour les collégiens, pour les écoles primaires. Les lycéens, on a des spectacles pour les universités, les étudiants, les enseignants, des trucs de clowns sur les travaux de Gallois et de Poincaré, par exemple, ça fonctionne bien ça. Donc voilà, on propose des spectacles d'une part, et par ailleurs dans l'illogique, on propose aussi, c'est important par rapport aux propos que j'aurai là, des ateliers de pratique, des cours de pratique de théâtre et mathématiques. C'est-à-dire qu'on peut, avec des écoliers, avec des collégiens, des lycéens, on l'a fait aussi, moi je l'ai fait pendant 3 ans ici à l'UBS, avec des étudiants, ils viennent avec du contenu mathématique, du contenu scientifique, ils travaillent sur des choses, et nous on voit avec eux comment est-ce qu'on peut mettre ça en théâtre, comment est-ce qu'on peut emmener les mathématiques dans le théâtre. Donc voilà, il y a 2 volets un petit peu. Il y a l'état passif de celui de regarder un spectacle et de finalement voir les sciences et les maths d'une autre manière. Et puis il y a le fait d'aller le pratiquer soi-même. Après, on propose aussi, là depuis maintenant, ça commence tout juste, parce que c'est assez compliqué de se faire connaître en fait, hein, parce que je suis breton, moi, hein, j'habite à 15 km d'ici. Pour rentrer dans les SP, dans les PAF. Alors le PAF, c'est le plan académique de formation, les SP, c'est les écoles pour former les enseignants, ce qui était l'UFM avant ou l'école normale encore avant. Et donc là, j'interviens maintenant pour faire de la pratique là-dessus et de la théorie en même temps, pour essayer de donner des outils aux enseignants, d'une part pour eux-mêmes, quand ils sont amenés à enseigner les sciences, en quoi le clown, le théâtre peut leur être utile, et par ailleurs aussi, quels exercices concrets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pratiquer leurs élèves aussi. Donc voilà, globalement, l'illogique, c'est ça, c'est des spectacles, des ateliers de formation. On propose aussi des animations, des concerts, des conférences, voilà, mais qui sont un petit peu plus accessoires. Voilà pour l'illogique. Alors ensuite, le clown... bon, déjà, parler du clown, c'est pas forcément drôle, hein, la preuve. Et c'est quelque chose... souvent, je trouve que les gens ont un regard sur les clowns qui est biaisé, en fait. On a une image d'Épinal qui est dans la tête, il a des grandes chaussures, des cheveux verts, et il est dans un cirque. Bon, le clown... Pour moi et pour bien des gens, c'est pas ça. J'en profite, j'y pense. On organise chaque année un festival de clown théâtre qui a lieu à Tex en novembre, qui s'appelle le festival Clowner Piste, où on fait venir des spectacles de clowns. Alors c'est pas du tout mathématique ou scientifique, des spectacles de clown théâtre qui sont de qualité, que je vous invite vraiment vivement à venir découvrir ce que c'est que le clown théâtre. Donc voilà, le clown. C'est un personnage fictif qui n'existe pas dans la réalité, c'est un peu comme les mathématiques, et il est naïf, il est dérangeant, perturbant, il est un petit peu dans l'enfance, il peut vivre évidemment toute la palette des émotions, il n'est pas... bon, il est rarement méchant, le clown, mais surtout, c'est une situation, il est... Attendez, bah oui. Il prend souvent le contre-pied des choses, et c'est un raté, le clown. Le clown, il n'y arrive pas, il a des problèmes, il est souvent exclu, il prend les chemins de traverse, c'est celui qui va aller poser sur les choses un regard autre, qui va tourner pour regarder les choses autrement. Il est exclu, souvent, oui. Mais c'est une figure un petit peu allégorique. Ce que je veux dire, c'est que le clown, il vient, il vit quelque chose, et il repart. Il va prendre avec lui la culpabilité de l'échec. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que c'est très important dans le rapport aux mathématiques, le rapport que les élèves ont à l'échec, et le fait d'avoir cette impression de ne pas y arriver. Donc le clown, il vient, il passe, et il repart. Moi, j'ai une tendance à dire que le clown n'existe pas et que c'est des situations clownesques qui existent.
le clown, il va bien au-delà de l'image du cirque qui nous a été mise dans la tête par Zavata, etc., au début du XXe siècle. En fait, on constate, quand on cherche un petit peu, qu'il y a des figures clownesques dans absolument toutes les sociétés. On retrouve des sages qui font les fous en Asie. Il y a les Indiens Heyoka. Je ne sais pas si vous avez vu certains films avec Dustin Hoffman. Avec qui ce film je ne sais plus, il y a un Indien, il dit bonjour quand il s'en va, il dit au revoir quand il arrive, il est à l'envers sur son cheval. Il y avait le fou du roi, c'est ? Ouais, dans Little Big Man, ouais, merci. Il y a évidemment toutes les figures des fous au Moyen-Âge. En fait, toutes les sociétés ont toujours eu des personnages, des inverseurs. Finalement, les seules sociétés dans lesquelles il n'y a pas eu de personnes qui étaient à même de renverser avec l'image, les choses, c'est finalement les dictatures, quoi. Dès qu'on a un pays qui se porte relativement bien, il y a des gens qui viennent et qui font le contraire, ne serait-ce que pour se poser la question. Évidemment, on pourrait presque même donner des figures clownesques, j'y reviendrai peut-être aux grands génies, qui ont su, non pas parce que, on va dire Einstein, par exemple, là, il tire la langue, il fait le clown. C'est pas ça, il fait pas le clown avec ça, Einstein, mais par contre, il fait le clown quand il donne un coup de pied dans l'éther et qui dit votre éther, il sert à rien. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont assimilé les connaissances actuelles et qui prennent du recul, qui prennent une vision de côté, et qui réussissent à voir quelque chose qui englobe la théorie précédente et qui permet réellement à la science d'avancer. Donc il y a souvent finalement une démarche clownesque dans les grands génies qui ont découvert des choses. Et puis on en trouve évidemment au cinéma, pour moi Charlie Chaplin, alors non, pas Charlie Chaplin justement, le personnage de Charlot est un clown, parce que Charlie Chaplin, lui, c'est l'acteur, c'est le réalisateur, c'est un homme d'affaires, c'est un musicien, c'est un homme qui avait bien la tête sur les épaules. Mais son personnage, lui, rentre dans l'état clownesque. Là, on en a plein, les Monty Python, tout ce que vous voulez. Du clown, on en trouve évidemment dans la littérature, le cinéma. Et donc voilà, moi je vois vraiment le clown d'une manière globale, une situation clownesque, plus qu'un personnage en particulier qui va avoir un nez rouge ou pas. Un petit mot sur le clown théâtre. Parce que des situations clownesques, on en a tous plein dans la vie. On en a tout le temps. On rencontre des fois des choses qui sont complètement incongrues. Ça nous fait rire. Le clown ne fait pas forcément rire. Ça nous interpelle et ça nous fait réfléchir derrière. Le clown permet beaucoup ça. Donc le clown théâtre, c'est assez spécifique. C'est vraiment une branche à part entière des arts dramatiques. Le clown, par exemple, il n'y a pas le quatrième mur comme au théâtre. Quand vous allez au théâtre, vous avez un mur, deux murs, trois murs, et ici, il y a un mur qui est transparent, qui sépare le public de la situation théâtrale qui est sur scène, et bien sûr, les acteurs sont au courant qu'il y a du public, mais les personnages ne le sont pas. Quand vous allez voir une pièce de Molière, l'avare, il n'est pas au courant qu'il y a du monde dans la salle. Le clown, lui, quand il rentre, il casse le quatrième mur. Donc il va vivre quelque chose, il va lui arriver une situation, et il va donner son regard au public. Il est conscient, il est au courant qu'il y a du monde. Ça, c'est très important dans la construction du théâtre clownesque, en fait. Ensuite, le clown, il va aussi pouvoir aller dans le jeu. Ça, c'est plus compliqué, on peut l'expliquer, peut-être en parler plus après, mais j'ai peur à chaque fois de dire que je vais en parler après, puis de ne pas en parler. Le clown... il a plusieurs niveaux de jeu, en fait. Donc il y a le personnage qui est joué évidemment par l'acteur, donc on a l'acteur qui est à l'intérieur. Je ne vais pas vous faire le clown, moi, ce soir. Je fais des spectacles de clown, mais c'est d'ailleurs pas évident, parce que je suis Cédric, là. Je ne suis pas ni Monsieur Fass, ni Monsieur Linotte, ou d'autres personnages que je peux prendre parfois. Donc l'acteur prend le personnage du clown, et puis il se trouve que ce clown, j'en sais rien, il va avoir un fauteuil, ça va l'inspirer, il va considérer qu'il est le président de la République, donc tout de suite il va se trouver très grandi par ça, et évidemment au bout d'un moment il va rencontrer des problèmes, c'est-à-dire qu'il n'est pas président de la République, il n'en a pas les compétences, il n'est peut-être pas assez intelligent, il n'a pas assez... Et donc il va jouer au président de la République, mais parfois se rendre compte qu'il ne l'est plus. Ou, j'en sais rien, il trouve un balai, il va se prendre pour un haltérophile, mais ça ne va pas l'empêcher finalement après de balayer le sol avec des haltères. On passe dans un personnage et on redescend au clown de base. Il y a cette espèce de rotation comme ça, d'empilement de personnages que le clown peut faire et qui est très intéressant et qu'on trouve moins dans le théâtre pur, quoi, enfin dans le théâtre conventionnel.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le clown? Bon, ouais, alors le nez, pas le nez, ça, effectivement, c'est pas parce qu'on a un nez rouge qu'on est clown, et c'est pas parce qu'on n'a pas de nez qu'on n'est pas clown, hein, ça n'a rien à voir. Le nez, c'est un masque, c'est le plus petit masque au monde. Le travail du théâtre masqué, ça existe aussi, c'est très spécifique. Mais on n'est pas du tout obligé de mettre un nez pour être dans une démarche clownesque. Charlie Chaplin, Charlot, il n'a pas de nez, et pourtant on voit bien qu'il est dans ses problèmes de clown, c'est un exclu qui rate, qui n'y arrive pas, et qui pourtant émeut le monde et touche beaucoup de gens. Une petite pensée pour Louis de Funès, par exemple, qui est... alors, ces personnages, c'est vraiment un clown, il a fait rire la France entière, et c'est un des rares clowns que je connaisse qui soit antipathique. Je disais, c'est quand même marrant, il a plu à tout le monde. Et ce mec-là, quand on se dit, enfin, personne n'a envie de travailler avec un type pareil, quoi. C'est les personnages qu'il incarne, il a tous les défauts de la Terre. Et pourtant, il a été beaucoup apprécié, l'acteur. Donc voilà, bon, c'était pour le clown. Alors maintenant, si on reconnecte un petit peu avec les mathématiques et les sciences en général, la question, c'est de voir déjà quel rapport il peut y avoir entre les deux, parce que ça paraît pas si évident que ça. Déjà, il y a un rapport, moi, que je trouve très important, c'est que le théâtre, le clown en particulier, et les sciences théoriques, non pas les sciences appliquées, les deux souhaitent raconter le monde, décrire le monde, essayer de le comprendre. Le théâtre va essayer de comprendre les émotions humaines, et le clown aussi. Les mathématiques et les sciences vont aussi essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Donc il y a déjà ce point commun-là qui est très important. Il y a un autre point commun, moi, que je trouve très important, qui est... souvent, des fois, quand je parle avec des enfants, quand on fait des ateliers de théâtre et mathématiques en collège, par exemple, je leur demande, est-ce que votre prof de maths fait des maths avec vous? Alors évidemment, ils répondent oui, il fait des maths. Je leur dis, bah non, elle ne fait pas de maths, la prof. Ah si, bah non, bah si, bah non, bah pourquoi? Et en fait, ils arrivent finalement au bout d'un moment à comprendre que la prof de maths, elle ne fait pas de maths parce qu'elle n'essaye pas de résoudre un problème de maths. La prof de maths, elle fait faire des mathématiques aux autres, mais elle-même, elle n'en fait pas. D'ailleurs, moi j'ai eu des profs de sport, souvent, des très bonnes profs de sport, mais qu'on ne voyait pas beaucoup courir autour du terrain. Et donc, effectivement, le professeur de mathématiques fait faire des mathématiques aux autres, mais lui-même n'en fait pas sur le moment. Peut-être qu'il en fait chez lui le soir quand il rentre, mais le chercheur va en faire. Mais l'enseignant, lui, ne fait pas de maths. Mais pourquoi il ne fait pas de maths? Parce qu'il n'a pas de problème à résoudre. Parce qu'il connaît la réponse. Les enfants, ils finissent par trouver ça. Et là, on tombe sur quelque chose qui n'est pas évident, c'est le fait d'aimer avoir des problèmes. Alors, évidemment, vous tous, ici, nous, on a tous des problèmes personnels qu'on aimerait bien ne pas avoir. C'est le lot de tout un chacun. Mais en fait, il y a aussi des tas de fois où on a des problèmes qu'on aime bien. Alors avec les enfants, toujours, j'avais trouvé cet exemple du sport, de leur dire quels sont les problèmes intrinsèques qu'on peut avoir dans le sport. Alors évidemment, les élèves vont dire, oui, il y en a un qui a triché, l'arbitre s'est trompé, il y a eu un blessé. Mais tout ça, c'est pas intrinsèque au sport réellement. C'est toutes les conséquences qui vont se passer et qui sont autour de la pratique disciplinaire. Et après, je leur dis, mais imaginez par exemple, pourquoi on ne donne pas un ballon par joueur au foot? Ça serait quand même plus simple si chacun avait un ballon. Pourquoi on met le panier de basket à 3,05 m et qu'on ne le met pas ici? Ça serait quand même plus simple pour mettre le panier. Pourquoi on a des adversaires quand on fait une course à pied? Si on était tout seul à faire la course, on gagnerait toujours, ça serait quand même plus simple. Et on voit bien là que dans le sport, n'importe quelle discipline sportive, ça consiste à se rajouter des problèmes, exprès, pour avoir le plaisir d'essayer de les résoudre. Donc, on peut aimer avoir des problèmes. J'en passe, je ne dis pas aux jeunes, mais par exemple, l'amour, on peut chercher un peu, on s'aperçoit que c'est aussi quand même une manière de se créer des problèmes pour avoir le plaisir d'essayer de les résoudre. Et donc, on peut avoir plaisir, évidemment, en mathématiques, d'avoir un problème. Et tous les mathématiciens le diront, un mathématicien qui n'a pas de problème est malheureux. Il faut un problème pour faire des mathématiques, il faut une question, il faut s'interroger. Et le problème en théâtre, et spécifiquement pour le clown, c'est hyper important aussi. Vous conviendrez qu'on ne raconte pas la moindre histoire dans les arts dramatiques, dans la littérature, dans le cinéma, la moindre histoire où il n'y a pas un problème.
une histoire de quelqu'un où tout se passe bien comme prévu, ça n'existe pas. Même en attendant Godot, ou que sais-je, comment elle s'appelle, celle qui détricote et retricote, qui attend Ulysse, Pénélope, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, il y a un enjeu dramaturgique et il y a un réel problème de fond derrière. Il y a toujours des problèmes dans la dramaturgie. Celui qui part le matin au travail, il va bosser, il va déjeuner le midi, il bosse l'après-midi, il rentre chez lui, le soir il dîne, il va se coucher, point, fin de l'histoire, ça n'a aucun intérêt. Par contre, il va bosser le matin, il va le midi, quand soudain, il renverse son plateau, il y a tout qui s'écroule, et puis tac, de fil en aiguille, tout s'enchaîne, et puis le bâtiment prend feu, là il y a une histoire. Donc en fait, on voit vraiment que, et alors le clown, encore plus, lui, a des problèmes. Et souvent, ce qui va faire rire, parce que le clown, il balaye toute la palette des émotions, on le met souvent dans l'humour, mais il peut amener toutes les émotions, la tristesse, la peur, et puis il peut parler de tout, le clown. Il n'y a pas que du clown, vous pouvez le voir au festival de clown hors piste, il n'y a pas que des spectacles de clown pour enfants, et pouet, pouet, pouet. En fait, le clown, il peut parler de l'exclusion, du chômage, de la guerre, de choses très graves, mais d'une manière légère et subtile. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ben oui, le clown, il a un problème. C'est-à-dire qu'il va venir vivre une situation, il va être dans un, et puis il y a un truc qui ne va pas aller. Et là, il va avoir un regard public, ce que je disais tout à l'heure, il casse le quatrième mur, et puis regard avec son problème, qui est soit un problème, ça peut être son partenaire ou un objet, il vient pour vivre quelque chose, il dit qu'est-ce qui se passe, et on voit bien qu'il a un problème. Et ce qui va intéresser les gens, c'est mais comment il va s'en sortir? Comment il va résoudre le problème? Donc voilà, ça raconte le monde. Ça a ce point commun énorme de l'importance des problèmes. Après, je pourrais vous en citer plein parce que j'essaye de faire vite, des points communs comme ça. Vous avez la question, par exemple, de la cohérence. Les mathématiques se doivent d'être cohérentes. Attention, cohérence, ça ne veut pas dire vrai, ça veut juste dire conforme aux axiomes qu'on a pris au départ. C'est-à-dire que quand un raisonnement est cohérent, c'est qu'on est parti d'un certain point, qui n'est pas forcément vrai. Hein, c'est important parce que, par exemple, les démonstrations par l'absurde en mathématiques, on part d'un truc qui finalement est faux. Donc on part de quelque chose dont on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, à la limite. Et la cohérence, c'est que la démonstration va être juste du point de départ au point d'arrivée. On va dire que c'est cohérent à partir du moment où ça va bien du point de départ au point d'arrivée, en respectant bien la forme mathématique dans laquelle ça doit être. Mais le point de départ peut être complètement idiot, le point d'arrivée aussi, il y a une cohérence. Le clown, il est cohérent. Il se prend pour j'en sais rien, un pilote de chasse, il ne va pas 5 minutes après, enfin 10 secondes après, devenir une institutrice. Il peut pas, on ne passe pas du coq à l'âne. Il y a un lien, il y a une raison. Un clown qui va utiliser, il va trouver un grille-pain, j'en sais rien, et puis il va s'en servir de téléphone, ça va être cohérent s'il discute avec une tartine. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans la cohérence. Il utilise un grille-pain pour téléphoner à une tartine, c'est cohérent. Pourtant, c'est n'importe quoi. Et ça, il y a vraiment ce lien. Il y a évidemment un autre point commun, l'absurde. Alors l'absurde, je ne vais peut-être pas m'étendre sur le fait que ça soit cette manière qu'on a en mathématiques de démontrer une chose à partir de son contraire. Le clown, il est tout le temps là-dedans. Alors je pourrais, c'est vrai, vous citer des exemples de trucs qu'on met dans nos spectacles, parce que peut-être ça parle un petit peu plus, mais qu'est-ce que j'ai moi sur l'absurde? Ah bah oui, on en a plein. En fait, là, ça devient carrément même une technique, si ça vous fait rien, je m'assois un instant, une technique de transmission des connaissances scientifiques par l'intermédiaire du clown et du personnage du clown. C'est-à-dire qu'en gros, le clown, il se trompe. Moi, j'ai vu une fois un gamin, il me voyait pas, j'étais en train de me changer là dans un coin, et puis il disait à son père, ils sont nuls ces clowns, ils ont rien compris. Mais alors moi, papa, j'ai tout compris au spectacle, je vais t'expliquer, etc. C'est-à-dire que l'objectif qu'on a beaucoup, moi que j'utilise énormément dans l'illogique, ça c'est quand on fait les spectacles, c'est finalement de montrer une chose pour prouver que le contraire n'est pas possible. C'est-à-dire que le clown va s'empêtrer dans il va poser la question que personne n'ose poser, et il va aller chercher à solutionner quelque chose qui est en fait insolutionnable. Il ne comprend pas forcément pourquoi il n'y parvient pas, mais par contre, le public, lui, va réussir à comprendre.
Les enfants, ça les aide. Alors, il y a un spectacle pile ou face, alors ça c'est pour les enfants de 7-8 ans, ils sont petits, mais on a mis les chiffres là, qui sont derrière de 0 à 10, de 0 à 9, pardon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va distinguer les chiffres et les nombres, et on va dire, qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle des numéros, bah non, c'est les chiffres, c'est avec ça qu'on fabrique tous les autres nombres, on va les compter. Et donc on va les compter, et on met le doigt sur 0 en disant 1. On met le doigt sur 1 en disant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on dit 10 en montrant le 9. Et là, les enfants, ils ne sont pas d'accord. Il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Il n'y en a que 9. Vous avez mal compté, parce qu'ils confondent le fait de lire les nombres et de les compter, évidemment. Du coup, après, on décide de les compter dans l'autre sens. Et là, il n'y a pas de problème, il y en a 10. Et donc, l'autre personnage clown, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, j'ai compris, c'est simple. Il y en a 9 dans un sens et 10 dans l'autre. Et c'est rigolo, parce qu'en fait, ça fonctionne. Et les enfants, là-dessus, ils comprennent très bien, ils savent très bien que ce n'est pas possible d'en avoir un nombre différent quand on compte dans l'autre sens. Et donc, ces trucs-là, on a un autre spectacle aussi pour les petits, on est à leur dire sur la relativité de la taille. Alors, est-ce qu'un éléphant, c'est gros? Ah oui, c'est très gros. Oui, mais pourtant, par rapport à la Terre, c'est pas très gros. Ah oui, c'est petit. Oui, mais par rapport à une souris, c'est très gros. Et après, on dit, bah, j'ai compris, l'éléphant est plus gros que la Terre et plus petit que la souris. Les enfants, ils ne sont pas d'accord. On va dire, ah, mais non, c'est le contraire. Là, on fait la commutativité du « et » et on dit, il est plus petit que la souris et plus gros que la Terre. On dit la même chose. On n'a jamais dit la bonne réponse. Ils sont pourtant tous capables de formuler correctement la bonne réponse après, en fait. Alors, évidemment, c'est dangereux, l'absurde. Parce qu'il ne faut pas... si on a un enfant ou quelqu'un du public, peu importe, qui prend le truc au premier degré, on prend un risque. Et donc, il faut vraiment être attentif aux réactions et bien s'assurer qu'on ne dit pas n'importe quoi. Enfin, on dit n'importe quoi, mais il faut le faire avec prudence. Je pense à un autre exemple de l'absurde. On avait fait une création, parce que là, c'était avec des élèves, c'était intéressant. C'était des élèves de 5e et la question était d'aborder la proportionnalité. Alors, bon, en fait, je ne sais pas du tout quel est le niveau en maths de la salle, hein, je suis désolé. Je pense que bon, la proportionnalité, c'est encore quelque chose d'abordable, la règle de 3. Et donc, ça rejoint un peu l'absurde parce qu'en fait, on était parti avec eux sur une histoire. Ils avaient fait ça en nombre chinoise, enfin peu importe. Mais c'était l'histoire, donc on prend le contre-pied de la chose, d'une petite fille qui avait une maladie très grave à la naissance, c'était la proportionnalité aiguë, et en fait elle avait son âge qui était proportionnel à sa taille. Et donc bien sûr on avait pris le truc simple, à 1 an elle fait 1 mètre, à 3 ans elle fait 3 mètres, et puis à 45 ans elle fait 45 mètres. Et vous voyez là qu'en fait ça donne tout de suite de la nourriture dramaturgique, parce qu'évidemment quand on fait 45 mètres de haut, à 45 ans, c'est pas évident pour avoir une maison et pour avoir des amis aussi. Et puis on écrase tout, on écrase les voitures. Donc ça nourrit le jeu dramaturgique parce que ça donne des problèmes. Et en même temps, ça permet, par l'absurde, d'en conclure que l'âge et la taille, évidemment, ne sont pas proportionnels, mais surtout d'expliquer ce que c'est que la proportionnalité. Que d'être proportionnel, et donc deux grandeurs vont être proportionnelles si leur rapport est constant. On arrive à l'expliquer comme ça, en prenant le contre-pied, en fait, en passant à l'envers. Donc ça, et on peut, oui, partir ici même. Bon, évidemment, on a un spectacle qui s'appelle Partons ici même. Et l'objectif, les protagonistes, bon, ça se passe dans un monde où l'air est payant. C'est pas tout à fait du clown, c'est du théâtre burlesque. Et donc l'air est payant. Alors leur permis de respirer va expirer, puis eux avec d'ailleurs. Et parce qu'ils n'ont pas payé leur air. Et pour s'en aller, ils veulent sauter en l'air avec des espèces de ressorts. Sauter en l'air pendant que la Terre tourne, c'est pas évident hein, d'avoir qu'une main avec le micro. Et donc sauter en l'air pendant que la Terre tourne et pour finalement partir là où on est. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On saute, la Terre tourne, donc on atterrit soi-disant ailleurs. Bon, ça c'est pour aller expliquer le Galilée, hein, avec le principe d'inertie. Ils n'y arrivent pas, mais n'empêche qu'on est encore une fois là, sur une dimension absurde, on prend le contre-pied, on part à l'envers, et on essaye de voir ce que ça donne. Et ça nourrit aussi la dramaturgie. Donc, qu'est-ce que j'ai dit la cohérence, les problèmes, évidemment. Bon, l'imaginaire, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les mathématiques n'existent pas, le clown n'existe pas non plus. Ce sont des situations clownesques qui font les choses. Alors, on a...
Moi, j'ai une situation clownesque, là, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais une fois, mon fils m'avait dit Papa, ferme la porte, je voudrais rentrer. Pourquoi, à 4 ans, il dit ça? J'étais à l'étage dans la maison. Papa, ferme la porte, je voudrais rentrer. Eh ben, il y avait une cohérence. C'est que je venais d'acheter une maison, on avait décidé, on avait changé le chat était à l'intérieur de la maison. Je ne voulais pas que le chat sorte de la maison parce qu'il fallait qu'il reste une petite semaine pour s'habituer. Et il se trouve que chez moi, j'ai un sas avec 2 portes. Et j'avais dit aux enfants, jamais les 2 portes ouvertes en même temps. Et en fait, la porte intérieure était ouverte et lui était dehors. Il n'avait pas le droit d'ouvrir la porte là parce que le chat aurait pu sortir. Donc il me disait, ferme la porte pour que je puisse rentrer, moi, par le sas. C'était complètement cohérent. C'était rigolo, cette situation. Mais ça, c'est une situation clownesque. Pourtant, lui, il n'a pas fait le clown spécialement. Il lui gueulait, ferme la porte, je voudrais rentrer. Et quand on entend... Alors, bon, enfin, on pourra aller plus loin. Oui, évidemment, l'inversion, la sortie du cadre. Alors ça c'est très important pour celui qui cherche. C'est un point commun entre le clown et les mathématiques, c'est de sortir du cadre. Poincaré l'a beaucoup dit quand il parlait des mathématiques, et réussir à prendre du recul, à regarder les choses autrement. Il est évident que dès qu'on change de point de vue, le monde nous apparaît d'une manière complètement différente. On le voit même quand on pratique nous-mêmes des mathématiques. Et les grands génies, comme je disais tout à l'heure, sont des gens qui sont sortis du cadre, qui ont regardé autrement les choses. Et le clown, il fait en permanence ça, parce qu'en fait, c'est un franchisseur de limites, le clown. Dès qu'il y a quelque chose d'interdit, il fait « Ah oui, fais voir, c'est interdit ». Et il va voir. Et il fait comme un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va de l'autre côté pour voir. Par contre, ce qu'il ne fait pas, le clown, c'est s'il y a une barrière là, c'est de passer comme ça et d'aller tout là-bas au loin. Là. Il ne fait pas ça, le clown. Il y a une barrière, il va la voir et il la considère. C'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, il met en évidence cette barrière. Et quand il va de l'autre côté, il reste pas loin et il montre en plus. Il voit, oh là, c'est interdit, j'ai pas le droit de le faire. Et donc, il signifie cet interdit, il le met en évidence. Donc, il franchit les limites pour en indiquer la présence. Il ne s'éloigne pas comme ça en partant n'importe comment. Et d'ailleurs, Einstein, comme je le citais en exemple tout à l'heure, on ne peut pas sortir une nouvelle théorie scientifique si elle n'englobe pas les précédentes, parce que ça n'a pas de sens. Donc on ne peut pas partir comme ça au loin, on est obligé de garder ce qui était là. Donc on peut réussir à voir un peu mieux, mais à voir autrement, mais pas à tout chambouler, quoi. Et donc cette sortie du cadre, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. L'autre fois, là, on faisait, c'était marrant, avec des... on a fait des ateliers, une espèce de session de rentrée à l'ICAM, l'école d'ingénieurs de Vannes. Là. On prend les 3e années et on les prend pendant 20 heures, donc en gros pendant 3 jours plein. Et on leur fait faire un spectacle à la fin. Ils font tous, ils sont 70, hein, faut drainer le truc là. Et ils font à la fin un spectacle d'environ 1 heure sur des petites scénettes de science qu'ils ont inventées en étant encadrés et en rapport avec leur programme. Donc là, ça tourne. Il y a des mathématiques, mais ça va aussi dans l'informatique parce qu'on peut le faire évidemment. Et puis là-bas, ils font pas mal de mécanique et thermodynamique. Donc on aborde ces trucs-là. Et pourquoi je disais ça je sais plus parce que j'ai noté, j'ai pas noté. Sortir du cadre. Ah oui, à un moment, vous avez des exercices, parce que là, on n'aura pas le temps, puis on n'a pas l'espace non plus, mais j'aurais pu vous montrer en fin de séance, des fois on fait ça, des exercices de pratique de théâtre et maths. Hein, tout ce qu'on peut faire dans le corps pour être soi-même, un point du plan, une droite, faire de la symétrie axiale, faire des jeux corporels dans lesquels on fait rentrer de l'arithmétique, par exemple. Et donc, à un moment, je leur dis de faire un quadrilatère géant qui a les diagonales égales et perpendiculaires. Eh bien... on a du mal à sortir du cadre avec ça. Parce que forcément, pour ceux qui font des maths, on a envie de faire un parallélogramme. Parce qu'il ne faut pas que ça soit un carré, pardon. Et pas préciser qu'il ne faut pas que ça soit un carré. Et évidemment, quand on prend des diagonales égales et perpendiculaires, on a une espèce de cerf-volant, quoi. C'est tout à fait possible à partir du moment où... Enfin, c'est tout à fait possible de ne pas faire un carré à partir du moment où on comprend, on comprend que c'est pas un parallélogramme. Sortir du cadre... Et donc, parce que je leur faisais faire les figures comme ça, et ils n'ont pas le droit de parler. Alors, quand on leur dit de faire un carré, bon, ils arrivent à peu près à faire leur carré. Après, on leur dit de faire un rectangle. Bon, ben, ils déforment le carré.
alors qu'en fait, le carré est un rectangle, ils n'ont pas besoin de le faire. On fait comme ça des figures géométriques, et puis après, je leur fais faire des transformations du plan, des homothéties, des choses comme ça. Et c'est pas la même chose quand on est soi-même un point variable, que quand on le voit comme ça sur une feuille. Il y en a qui comprennent mieux quand c'est dans le corps. Et donc, effectivement, j'étais sur la sortie du cadre. Je pense à un autre problème que je trouve très rigolo, que j'aime beaucoup. C'est un type part à 8 h le matin au pied d'une montagne. Il monte, il va jusqu'au haut de la montagne. Il arrive le soir à 19 h. Il dort sur place. Et puis, le lendemain matin, il part à 9 h 30 et il arrive à 17 h en bas, en prenant le même chemin. Question, est-ce qu'il y a un endroit sur le chemin où il est passé à la même heure ? Alors, on ne va pas s'éterniser à chercher ce truc-là. Je vous assure que j'ai vu déjà des gens sur ce problème-là commencer à prendre le papier et le crayon et dire il est parti à 9 h, il a fait ça, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où il est passé à la même heure ? Eh bien, sortir du cadre, c'est de se dire, mais au fond, plutôt que le mec il monte, il dorme et il redescende le lendemain, on peut très bien avoir deux types qui partent le même jour. Donc, ils se croisent. Fin du problème. On est sorti du cadre. Et ça, cette sortie du cadre, elle est vraiment importante dans la démarche de celui qui apprend à réfléchir et de celui qui va enseigner, enfin de toute personne qui cherche ou qui accompagne quelqu'un qui cherche. Elle n'est pas forcément évidente, hein, mais il faut l'avoir à l'esprit. Et le clown, comme je disais, le clown, il sort du cadre, par nature. C'est pas dur, c'est Bertil Sylvander qui disait « le clown échappe à sa propre définition ». Parce que dès qu'on veut l'enfermer dans quelque chose, le clown, il file, il s'en va, il va ailleurs. C'est impalpable vraiment cette nature de personnage comme ça, clownesque. Donc le clown sort du cadre, et la sortie du cadre, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi beaucoup en lien entre les mathématiques et le clown. Alors après, il y a l'autoréférence, je ne vais pas m'éterner parce qu'il est... Ouais, c'est ça, il est quelle heure ? Le rapport à l'échec, à l'erreur, bon ça, peut-être on va y revenir un petit peu plus après, mais c'est très important. Le clown, il rate, le clown, il se trompe. Et combien d'élèves culpabilisent de rater en mathématiques et de ne pas y arriver, alors qu'en fait, l'erreur, elle est motrice. Ça aide de se tromper. Enfin, on va y revenir et échanger là-dessus, je pense, parce que vous le savez, la naïveté... La naïveté aussi, dès lors qu'on n'a plus peur de se tromper en mathématiques. Moi, des fois, je dis qu'en mathématiques, souvent, le plus nul en maths, c'est le prof. C'est-à-dire, c'est celui qui est le plus conscient qui fait des erreurs. Et souvent, on voit le prof, il fait ses calculs au tableau, puis après, il va dans les rangs, là, il marche comme ça, puis il est là, il regarde le tableau, il fait, attends, 6 x 7, 24, je factorise x au carré, machin. Il vérifie qu'il ne s'est pas gouré dans son calcul. Pourquoi le prof fait ça ? Parce qu'il sait qu'il a tendance à se gourer. Donc en fait, en sachant et en acceptant qu'il est capable de faire une erreur, ben, du coup, il ne se trompe pas. Il y a la vitesse aussi, il y a une chanson que j'ai écrite il y a bien longtemps, mais qu'on joue dans pas mal de spectacles, où ça dit pour être rapide, il ne faut pas se tromper. Pour éviter les erreurs, il ne faut pas se presser. Donc, pour aller vite, il faut aller lentement. Et on l'a tous vécu en faisant nos études, que finalement, quand on ne se précipite pas, on fait moins d'erreurs, et quand on fait moins d'erreurs, on arrive plus rapidement au résultat, finalement. Donc, je parlais de la naïveté, c'est-à-dire qu'accepter de se tromper, c'est très important de tomber dans les pièges, d'y aller. Je ne sais pas, petite expérience, si vous voulez bien, mais attention, hein, il ne faut pas inhiber, ne réfléchissez pas. Comment vous demandez l'heure à un sourd ? Quelqu'un qui fait quoi ? Oui, comme ça. On fait tous ça, pour demander l'heure à un sourd. Comment vous demandez un peigne à un chauve ? Tout le monde répond ça. Et évidemment, c'est complètement con, puisque les chauves, n'est-ce pas, monsieur, ne sont pas sourds. On est d'accord ? Et on a tous envie de faire ça, parce qu'on a été induit par le truc, et il faut aller dedans. Alors c'est pour les tout petits, mais je vous assure que ça marche, il y a des salles entières qui font ça. Si je suis là-dessus, 2 plus 2, ah, ils savent tous 4. C'est quoi le contraire de jour ? Nuit. Combien j'ai de mains ? 10. Ils répondent tous 10. Tout le temps. Ça marche à chaque fois, ça. On a 10 mains. Alors après, le clown, il va s'en emparer de ces choses-là. Mais il faut, c'est pas grave, on a le droit de se tromper sur ces trucs-là. Où on avait, quand on fait une course de vélo et qu'on double deuxième, alors on se retrouve. Voilà. Parce que ce qui vient, c'est premier. Alors qu'évidemment, vous n'avez pas doublé le premier. Vous avez doublé le deuxième. On est d'accord ? On est deuxième. Voilà. Mais c'est vrai que naïvement, intuitivement, on répond ça, parce que c'est ce qui vient. Et
Et quand on accepte ces erreurs-là et qu'on dit « Ah oui, merde, je suis con », et ben c'est comme ça qu'on va réussir en mathématiques, c'est-à-dire accepter de se tromper et dire aux élèves que c'est pas grave. Et que même à la limite, leur dire si tu te trompes, si tu comprends pas, c'est de ma faute, c'est pas de la tienne, c'est parce que moi j'explique mal, c'est pas parce que... Et cesser avec cette culpabilité de l'erreur, quoi. Moi, c'est là-dessus, ça m'intéresse d'échanger avec vous beaucoup, quoi, parce que on est vraiment dans un univers où moi je ressens beaucoup ça au collège, notamment au collège, hein, parce que ce qui est marrant, c'est que les mathématiques ou les sciences en général, en primaire, ça fonctionne plutôt bien. Les élèves sont enthousiastes, ils aiment bien. Et d'ailleurs, ils sont dans l'imaginaire. On est là à leur dire, souvent, je vois dans les manuels de primaire, ils font tout avec des euros, etc. Alors en plus, ça balance dans la société de consommation, sachant qu'en plus, c'est complètement inégal, parce qu'il y a des billets de 5 euros, mais il n'y a pas de billets de 7,50 €. Donc, et alors, ils sont avec les sous, ou alors quand c'est pas les sous, on compte des bonbons ou des voitures. Mais les enfants, ils arrivent très bien à être abstraits. Quand on leur dit « imagine une boule », ils imaginent une boule, ils ne pensent pas forcément à un ballon. On n'est pas obligé de leur dire, quand on prend un rectangle, imagine, c'est un livre. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils vont naturellement dans l'imaginaire, les enfants. Ils n'ont aucun problème pour être dans l'abstrait, dans le pays des mathématiques, qui ne se trouve que dans notre tête. Ils n'ont aucun problème. Mais arrivé au collège, c'est-à-dire en fin de 5e même, quand ils commencent à créer le problème d'identité de leur personne, qui suis-je, où vais-je, et qui deviennent adolescents. Alors bon, déjà, pour faire de la pratique de théâtre, ça devient plus difficile parce qu'ils ont déjà du mal à gérer leur propre personnalité. Qu'en plus de ça, on leur demande d'en avoir une autre, voire 2, 3 autres, si jamais ils font du clown, c'est difficile. Mais ils se retrouvent à se braquer sur les mathématiques uniquement, en fait, parce qu'il y a cette image de... Il y a aussi ça. Ah ben non, moi je sais. Combien de fois j'ai vu des terminales, alors ils sont plus vieux, mais les terminales, quand on leur dit « Pourquoi on ne peut pas diviser par 0 ?» « Oh, je le sais. Alors, je le sais, mais en fait, ils ne savent pas. Et pourtant, ils sont censés le savoir, mais c'est un truc qui est difficile, c'est la division par 0, bah oui, c'est impossible, ça fait l'infini, c'est la notion de limite, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes, et on a mis 2000 ans à comprendre les divisions, il n'y a pas de honte à 18 ans à avoir du mal, quand on est en terminale S, à comprendre la division. Et ça, il y a plein d'exemples comme ça, où on voit les élèves qui disent « Oh, si, je sais, oui, j'ai compris », alors qu'ils n'ont pas compris. Et pourquoi ils ne disent pas « j'ai pas compris » ? Et bien ça, c'est difficile de leur amener à ça. Et pour ça, c'est accepter l'erreur, cette espèce de naïveté. Bah oui, je me gourre, et alors? Moi, je me demande des fois si on ne pourrait pas même donner des points pour les belles erreurs en maths. Ah, très belle erreur, 1 point en plus. Mais pour aider les élèves, quoi. Je trouve que ce sont des choses qui sont importantes. Alors, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai... Bon, la naïveté, j'en ai parlé, le doute. Évidemment, le clown, il doute de ce qu'il fait, il n'est jamais sûr de lui. Et bien sûr, les mathématiques, c'est le doute permanent. C'est même la base des mathématiques, c'est de remettre en question les trucs. Moi, je dis aux élèves, ne croyez pas vos profs en maths. Les croyez pas. Vérifiez ce qu'ils disent. Être bien sûr. Et c'est ça, le bon travail d'un élève qui fait des mathématiques. C'est d'aller remettre en cause ce que fait son enseignant. Pour dire, vérifier que le prof s'est pas gouré et que c'est bien ça. C'est-à-dire, finalement, redémontrer le théorème. Hein. Donc voilà, l'acceptation, le vide, les jeux, les règles. Bon, les mathématiques, c'est un jeu. Le théâtre, c'est un jeu. Il y a des règles au théâtre, il y a des règles en mathématiques. On peut les modifier, on peut s'en affranchir. Tout ça, ce sont les points communs. Donc voilà, après, parce que je ne peux pas parler trop de tout le reste, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, où on peut échanger là-dessus. C'est vraiment le fait... Quand on cherche ou quand on aide quelqu'un à chercher, parce qu'évidemment, je ne parle pas du chercheur dans son laboratoire uniquement, je parle de toute personne qui cherche à résoudre un problème de mathématiques ou de sciences. Donc ça peut être un élève en primaire ou un problème sur Pythagore en 5e, etc., en 4e. Le rapport à l'échec, à l'erreur, qu'il faut déculpabiliser, ça c'est l'intérêt du clown. Lui, il prend sur lui la culpabilité de l'échec, le clown. Quand vous voyez un clown sur scène, en fait, les gens ils rient parce qu'ils disent « Oh purée, heureusement que c'est pas à moi que ça arrive, ça. On préfère que ça lui arrive à lui. » Et lui, il vit cette situation délicate et inconfortable. Et ça va permettre de transmettre. Mais ça permet aussi de montrer qu'on peut avoir soi-même un rapport sain à l'erreur et à l'échec. Et pas être dans une culpabilité de « je suis nul, j'y arrive pas ». Personne n'est nul en maths. C'est juste des gens qui sont là en maths alors qu'en fait, ils devraient être là. Moi, chaque fois que je donnais des cours à des élèves, je disais, tu t'estimes à quel niveau?
Et ben, à chaque fois, j'enlève 2 ans. Il me dit, je m'estive niveau seconde. Je dis, ben, viens, on repart en 4e, là, parce que, pour être bien sûr, pour pouvoir reposer le savoir mathématique sur des bases solides, où au moins on est sûr de ce qu'on fait. 2 et 2, 4, ça, ok, après on avance. Et souvent, ça se construit sur des espèces de bases molles, donc de l'incertitude. Il se retrouve à faire ce que Stella Baruch appelait l'automate, c'est-à-dire le gamin qui apprend par cœur les formules, mais qui en fait ne comprend rien à ce qu'il fait. Et ça ne produit rien, ça produit 0 en mathématiques. C'est voué à l'échec. Même s'ils savent, ils arrivent, il y en a qui passent le bac et qui arrivent à faire les formules de dérivés et qui ont leur bac, mais qui en fait ont tout oublié dès qu'ils font un autre métier, et ça leur a servi à rien de faire ça. Ça leur servira pas dans la vie. Ils connaissent leur table, la règle de 3, et puis c'est tout. Et donc je pense que c'est vraiment important, ce rapport à l'échec, à l'erreur, voilà, est vraiment important. Retourner les problèmes, inverser les points de vue. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental aussi. J'en ai parlé, il me semble. Oui, continuer à se tromper. C'est quoi? C'est Beckett qui disait, je suis nul en anglais, fail better, fail again. Enfin, en gros, trompe-toi, continue à te tromper et trompe-toi encore. On est encore sur l'erreur. Quand un élève se trompe, par exemple, c'est marrant de continuer à dire, il se trompe, il dit un truc faux, dire ah oui, bah c'est intéressant, allons-y, et on continue à creuser comme ça, et puis l'enfant, l'élève continue, et puis à un moment, il se rend compte, il commence à se rendre compte que ça va pas, et puis là, on continue, nous, à pousser, bah si, bah viens, on va voir, ça fait ça, et au bout d'un moment, c'est lui qui nous arrête, qui dit mais non, ça va pas, et qu'est-ce qu'il fait? Il refait tout le chemin dans le labyrinthe, enfin en gros, il a pris un cul-de-sac dans son labyrinthe, il refait tout le chemin, mais quand il est revenu au point de départ, en fait, il a acquis énormément de connaissances, en se trompant, on apprend en se trompant, puisque justement on redémonte tous les trucs qui vont pas, et donc après on connaît le bon chemin, puisqu'on a vu que le mauvais chemin n'était pas bon. Donc voilà, ne pas hésiter avec des exemples fous. Alors là, je suis plus dans la pédagogie, je suis moins en train de parler finalement, mais je ne peux pas parler de tout, de nos spectacles, mais peut-être que ça vous intéresse moins, enfin je ne sais pas, ou des ateliers de pratique de théâtre et mathématiques, qui est encore une autre chose. Les exemples fous, moi je ne comprends pas pourquoi les profs de maths, alors que justement on peut se permettre ça, à chaque fois, quel est l'âge du capitaine? Il a 47 ans, il a 33 ans, pourquoi il n'a pas 2654 ans le capitaine? En maths, ça ne change rien. On peut aller prendre des exemples qui sont complètement sortis de la réalité. Quand on fait faire du théâtre et maths aux élèves, alors bon, ils ont une tendance à... les élèves, ils ont une tendance, en fait, évidemment, à rester dans leur monde. Hein. Ils ne vont pas, justement, casser les codes, sortir loin. À chaque fois, ils vont vous trouver une histoire. Bon, bah, ça se passe en classe avec le prof de maths et les élèves. Et il y a un élève qui est pas sage. Je lui dis, non, ça, tu vires, on ne fait pas une histoire comme ça. Prends des extraterrestres en patin à roulettes qui discutent avec des carottes. Là, on peut aller faire des choses, quoi. Il ne faut pas hésiter à aller dans l'imaginaire et prendre des exemples complètement farfelus. On n'a pas besoin que la mathématique colle à la réalité du quotidien. Ce qui compte, c'est que le raisonnement, lui, il colle. Et pour le faire coller, on peut le décoller et le mettre à l'envers. Je pense que c'est vraiment possible. J'aurais pu parler de Joseph Jacotot, ouais, parce que je trouve que c'est un personnage 19e siècle, si vous voulez creuser, c'est intéressant. Il y a un livre de Jacques Rancière, ça, je peux le noter, qui s'appelle Le Maître ignorant. Je trouve ça très intéressant. Donc c'est sur le... En fait, Jacques Rancière a écrit sur Jacotot. Hein. Et le maître ignorant... Alors déjà, c'est clownesque, vous voyez, le maître ignorant. Bon, ben lui, il explique... Enfin, c'est Jacotot qui ignorant. Jacotot qui expliquait ça, qu'en fait, on peut très bien enseigner quelque chose qu'on ignore. À partir du moment où on rentre avec les élèves dans un rôle émancipateur. Hein, on rejoint, je ne sais plus qui a dit ça, que éduquer, c'est pas remplir un seau. Éduquer, c'est allumer un feu. Ça rejoint complètement mon propos de ce soir, en fait, hein, sur le clown. C'est la même chose. Hein. Et bon, voilà, après, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai noté. Oui, voilà, l'importance de l'indiscipline aussi, d'être indiscipliné. Alors là, peut-être je fais un petit peu de politique, je ne sais pas, mais ça me vient, alors je le dis, pour moi, Emmanuel Macron, c'est un petit peu un premier de la classe. Mais vous verrez jamais un premier de la classe qui change le monde. Pourquoi? Parce que qui change le monde? C'est le deuxième de la classe, c'est ceux qui sont au fond de la classe. Le premier de la classe, d'abord, c'est pas lui qui pose les questions, c'est à lui qu'on les pose.
Donc lui, il est là, il va répondre à des questions, mais il ne va pas avoir forcément des idées formidables. C'est celui qui, justement, est indiscipliné, qui prend des chemins, qui se met de travers, qui voit les choses autrement, qui, à un moment, pof, va tomber sur quelque chose et va faire émerger des choses. Donc l'indiscipline est importante. C'est pas évident, mais... Et là, on rejoint encore une fois, le clown, il est indiscipliné aussi. Et je pense que ce sont des choses qui, voilà, qui comptent. Après, voilà, une petite phrase aussi qui est dans la chanson, c'est et qui est encore pour moi une phrase clownesque sur la confiance en soi. Avoir de l'assurance, c'est déjà bien se connaître, évaluer ses compétences, remettre en cause son être. Donc avoir de l'assurance, c'est douter de soi. Et c'est paradoxal, c'est clownesque, et pourtant c'est vrai. Si vous êtes face à une falaise, une faille, et qu'il y a 1 mètre entre les deux, est-ce que vous sautez de l'autre côté? Qu'est-ce qui fait que vous sautez ou pas? Eh bien, c'est si vous savez quelle longueur vous pouvez sauter en saut en longueur. C'est-à-dire si vous avez douté de vous déjà, vous êtes questionné sur quelle longueur je peux sauter. Vous savez que vous pouvez sauter 2 mètres, bon ben 1 mètre je peux le faire, j'y vais. Mais donc c'est vraiment en doutant de soi qu'on prend confiance en soi. Et combien de fois on voit des élèves qui sont dans la perte de confiance, alors qu'en fait, on peut leur dire, ben oui, tu perds confiance, ben, c'est normal, c'est bien. Alors doutons, allons voir, et de quoi on est sûr. Et après, on reprend confiance comme ça, mais en laissant rentrer le doute. On ne peut pas s'affranchir du doute pour avoir de la confiance. On est obligé de ça, je pense. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quoi... je pense que c'est... Je vais m'arrêter là parce que, après, si vous voulez des exemples de choses, enfin, en fait, si vous avez des questions, c'est peut-être le mieux. Tu vois. J'ai essayé de... Je trouve que c'est important, là, ce que je dis à la fin, c'est en quoi la démarche clownesque, j'en parle beaucoup dans le livre, cette démarche de travers, qui peut être rebelle, qui peut être voilà, bah oui, indisciplinée, subversive, est importante dans la manière de transmettre des connaissances et aussi dans la manière, surtout dans la manière de les acquérir, quoi, par soi-même. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des remarques ou questions, parce que je n'ai pas tellement parlé de l'illogique en soi, ce qu'on fait, nous, des spectacles, mais... c'est pas très grave, c'était un peu le propos qu'il y avait là. C'est ça? Oui, bonsoir, merci. Est-ce que vous avez déjà enfin j'imagine, travaillé avec des enfants hyperactifs qui sont classés donc différemment des autres pour leur faire découvrir différentes matières et surtout les convaincre qu'ils ne sont pas bons à rien? Alors non, spécifiquement, j'ai pas travaillé avec des enfants hyperactifs. Au demeurant, j'ai un fils de 11 ans qui est en plein là-dedans, qui a des problèmes, enfin, qui est dans le 10 DYS, c'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne complètement en image, il voit tout le monde il est énormément dans son imaginaire. Et ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'en fait, on peut ancrer des choses. L'imaginaire permet aussi, on a un des spectacles, bon, je ne vous ai pas décrit, le dernier spectacle qu'on vient de sortir avec l'illogique, c'est un duo de clowns sur le fonctionnement du cerveau, les sciences cognitives. On est axé là-dessus, sur les neurosciences et la plasticité cérébrale. Et c'est très intéressant, d'une part parce que le clown lui-même, il a des problèmes un peu avec son cerveau. Hein. Le cerveau du clown, il ne marche pas très bien. Et ça fonctionne en images. On donne là-dedans, on explique les connaissances qu'on a sur le cerveau, mais on essaye aussi de donner des techniques pour se servir de son cerveau. Et les images, le fait de se représenter des images, c'est vraiment une chose qui est très importante pour réussir à travailler sa mémoire et sa concentration. Ça fonctionne. Il y a un moment là où je disais, quand on a froid aux pieds, il faut mettre un bonnet. Alors on dit, qu'est-ce que c'est ces conneries? Bah oui, mais mine de rien, la chaleur du corps part par les extrémités, à savoir les mains, les pieds, la tête.
Et la tête est l'endroit le plus vital du corps. Donc, le corps s'occupe avant tout de chauffer notre cerveau. Quand on est si on est dans la neige, etc., on perd ses pieds avant de perdre sa tête. Donc, si on met un bonnet, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le corps, il peut s'occuper d'aller réchauffer le reste du corps et il réchauffe les pieds. Mais c'est paradoxal qu'on dit, toi, t'as froid aux pieds, mets un bonnet. Eh ben, c'est drôle. Et ce qui est marrant, c'est que comme on dit ça, on le retient. On retient parce qu'il y a une image. Et donc les hyperactifs, ils fonctionnent à mon avis beaucoup en images, parce que c'est pour ça qu'ils sont actifs, c'est parce que on pense de deux façons différentes, me semble-t-il, tout le monde, hein, les deux, d'une manière linéaire, c'est-à-dire en gros on pense comme on parle ou comme on écrit, et il y a la pensée imagée, et qui elle va beaucoup plus vite, où on a plein d'images, mais par contre on ne peut pas les analyser toutes. On ne voit pas tout, on voit un bloc, on n'est pas conscient sur chaque image. Et ça va beaucoup plus vite. Donc à mon avis, les hyperactifs, ils sont beaucoup dans la manière de penser en images, et donc il faut les aider à construire ce genre d'image, je pense. Et donc pour continuer sur la chose, en fait apparemment, bon moi je ne suis pas ni institut ni prof, mais bon, mais apparemment c'est le travail en groupe qui, enfin, ouais. Voilà. Et donc en fait il faut réussir à les occuper, à les attirer tous dans l'instant. Et donc là, justement, c'est un jeu. Et c'est peut-être plus, il me semble, plus motivant, quoi. Ah oui, oui. Bah ça, après, si on travaille avec des enfants là-dessus, effectivement, les jeux qu'on va faire, enfin les exercices qu'on va faire sont sous forme de jeux, sont collectifs. Et effectivement, on est à plusieurs. Et l'instant présent, c'est important de le dire, parce que c'est une caractéristique beaucoup du clown. Il vit ici et maintenant, là, dans ce qui est là tout de suite. Donc il faut prendre là maintenant, on ne va pas... de l'improvisation, par exemple. Ouais. D'autres questions? Bah, s'il y a d'autres gens. Alors, moi j'en ai une autre. Est-ce que vous avez travaillé à l'étranger? Non, mais on part au Maroc dans 2 mois. Ah, d'accord. Et l'Afrique? Et en Belgique aussi. Et l'Afrique, ça vous dit? Enfin, le Sénégal. Ah bah oui, bien sûr. Bon, on verra tout à l'heure. Avec grand plaisir. Merci. Ben, c'est ça. Après, il faut déplacer la compagnie. C'est pas simple. Mais là, ça se fait. On va au lycée français de Casablanca pendant une semaine. Et on va faire des ateliers théâtre et mathématiques. Et on joue 3 spectacles. Pour les primaires, les lycéens, les collégiens. Enfin, un spectacle chacun. Oui, il y a quelques années, vous aviez fait un cycle qui durait à peu près 1 mois. Et avec beaucoup de spectacles. Et j'avoue que je me demande pourquoi vous ne le faites plus, parce que c'était absolument renversant, bouleversant, enthousiasmant, c'est extraordinaire. Donc j'ai pas l'impression vous ne le diffusez pas aussi bien, mais je guette beaucoup cela et je ne le trouve pas... Est-ce que vous recevez mes emails? Parce non. Alors, il faut me donner déjà votre adresse mail, je peux mettre un papier là où les gens notent s'ils veulent. J'envoie un email sur les actualités de l'île Logique à peu près tous les 2-3 mois pour pas envahir les gens, où je dis tout ce qu'on fait, puis j'écris un peu 2-3 conneries. Mais donc déjà ça. Mais le cycle dont vous parlez, je vois pas ce que c'est. Eh bien, je crois que c'était au mois d'avril ou mai, et à peu près 1 fois par semaine, en après-midi ou en soirée, il y avait des spectacles qui étaient donnés autour de Vannes. Et j'y amenais mes petits-enfants, justement, et j'étais... Mais c'était pas l'île Logique qui organisait ça? Si, c'était l'île Logique. Bon. Si. D'ailleurs, vous distribuez un petit, comment dirais-je, une petite fable sur une page, et où toutes les renversements que vous expliquez, les sorties du cadre étaient mis en phrases, et on sortait avec ce papier-là. C'était il y a quelques années. D'accord, bah écoutez, c'est étonnant, je me rappelle. Et donc, pas, pas à remettre. Est-ce que vous pourriez aussi, bon, si je le reçois par mail, ce sera très bien, oui. Mais peut-être que c'est forcé que ce soit publié davantage dans les journaux, ou oui, dans les journaux. Mais oui, mais c'est pas évident, parce que moi je suis un peu tout seul à m'occuper de l'île Logique. Alors il y a des comédiens, il y a du monde qui est autour, mais ces gens-là, ils ont d'autres activités aussi, donc c'est moi qui coordonne ça principalement. Et en termes de communication, etc., plus de répéter, plus de jouer les spectacles, donner les ateliers, etc., je suis vraiment pas mal pris. Et c'est pas évident. Et on n'est pas suffisamment gros pour pouvoir non plus réussir à embaucher du monde qui va nous aider en termes de communication, etc. Donc on se bat un peu comme on peut. Et malheureusement, on n'est pas si souvent que ça en Bretagne. Parce que l'île Logique, on nous demande... On est assez relativement connu dans le milieu des mathématiques,
notamment grâce à Cédric Villani qui nous a beaucoup soutenus, mais du coup on joue des fois à Lille, à Marseille, à Toulouse, et on n'est pas tant que ça en Bretagne. Là on joue en Bretagne parce qu'on a un petit cycle avec le conseil départemental, donc on a des trucs dans le Morbihan, mais c'est pas évident de toujours être dans le coin. Mais j'y songerai, il ne faut pas hésiter effectivement à laisser votre mail. Je vais laisser ça, là, pour ceux qui veulent. Une autre question pour Cédric? J'ai entendu une histoire vraie et qui me semble correspondre à ce que vous venez de dire. Il s'agirait de la Royal Air Force pendant la guerre, et beaucoup d'avions ne rentraient pas à l'aérodrome, et ils ont fait une étude et les ingénieurs ont dit on va renforcer les endroits où il y a des traces d'impact de balles. Ce qu'ils ont fait, et ça n'a rien amélioré. Et il y en a un qui a dit non, 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 vous allez renforcer les endroits où il n'y a pas d'impact de balles. Et ça a amélioré. Et l'histoire, c'est que les avions qui avaient eu des impacts là où ceux qui rentraient n'avaient pas d'impact, eh bien, c'est qu'ils ne rentraient pas. Ils étaient tombés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient repartis avec... J'ai pas tout compris, ils sont complètement cons comme truc. En fait, ils ont voulu boucher les trous des endroits de balles parce qu'ils se sont dit, elles sont tombées là, donc elles reviendront là, les balles. Et après, ils se sont dit, non, c'est pas la bonne technique. Ils se sont dit, bon, là où il y a des impacts, c'est là où il faut renforcer l'avion. Oui, c'est ça. Eh bien non, il fallait renforcer l'avion là où il n'y avait pas d'impact sur les avions qui rentraient, parce que les avions qui avaient eu des impacts sur ces endroits-là, ils ne rentraient pas. Bah oui, oui. Ils étaient tombés à l'eau. Ceux qui avaient les marques d'impact, c'est qu'ils avaient résisté. Ben non, ils rentraient. Ben les autres, ils rentraient pas parce qu'ils se faisaient descendre, quoi. Oui, oui. Ouais, d'accord. Tout à fait. Mais ça a semblé idiot de renforcer les endroits où il n'y avait pas eu d'impact. Ben oui. Oui, oui, on est dans une démarche, effectivement, qui peut paraître clownesque, mais qui ne l'est pas tant que ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, on a un peu envie de se dire ça. Faut bien boucher les trous. Ouais. Oui, il y a d'autres interventions. Il y avait des... là. Ah, alors, j'ai jamais rien compris aux maths. Ouais. Mais il est peut-être pas trop tard. On a toujours compris des trucs. Par contre, mon métier, moi, c'est d'enseigner la voile. Ouais. Et quand on enseigne la voile, on passe beaucoup par la représentation graphique. Ouais. Et on s'aperçoit qu'on use beaucoup de temps pour pas grand-chose, parce que les élèves, en fait, alors que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ont des processus d'apprentissage dans lesquels ils utilisent très très peu la représentation graphique. La représentation graphique, c'est peut-être le seul moment où on les amène peut-être à réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, mais surtout pas à utiliser de la navigation, par exemple, sur la carte. La navigation, oui. Et les seuls publics qui ont réussi à utiliser ce qui était écrit au tableau, c'est les gens de l'université d'astrophysique de Saclay. Le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire sur l'eau, mais ils comprennent par contre. C'est ça. Donc, est-ce que c'est possible d'enseigner les maths sans passer par une représentation graphique ? Tout est possible. Après, il faut voir comment... Alors là c'est une question finalement purement de maths. Hein. Moi, je suis sur maths et clown parce que je ne suis pas un grand mathématicien ni un grand clown. Je suis plutôt entre les deux, on va dire. Moi, une fois, j'ai un copain, enfin un mec que je connais, il fait des parties d'échecs, il fait E2, E5, à toi. E2, E4, à toi. Le mec, il fait la partie d'échecs là-dedans. C'est-à-dire qu'une partie d'échecs, vous êtes d'accord que les pièces, elles servent à rien. Elles servent à rien du tout. On peut faire une partie d'échecs en disant F4, G9, si tout est dans la tête, ça passe. Donc on peut faire des mathématiques sans rien. Moi, mon père, quand j'étais petit, il aimait beaucoup toutes les énigmes, etc. Il m'en a donné. Et très souvent, il disait, tu fais ça de tête. Tu n'as pas le droit au papier, au crayon. Donc on peut, évidemment, les mathématiques, il n'y a qu'à penser. Donc on peut en faire. On peut en discuter, faire des mathématiques sans avoir de représentation. Mais après, une bonne représentation... c'est quand même sacrément parlant, des fois. Je veux dire,
Alors, après, il faut réussir à trouver la bonne représentation. Par exemple, quand les mathématiciens commencent, il y a des fois, c'est trop loin avec la représentation. Quand, par exemple, on est dans tout ce qui est arithmétique et analyse en mathématiques, la représentation, à part décrire l'équation, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a peut-être Poincaré, avec le 10 de Poincaré, qui fait des équivalences entre des groupes de symétrie géométrique dans son truc, qui met ça en correspondance avec des solutions des équations différentielles. Mais moi, quand je vois les dessins du disque de Poincaré et qu'on me dit ça, c'est une équation différentielle, je la vois pas. C'est difficile. Et par contre, il y a quand même des tas de fois où un bon dessin, ça explique des choses. Et un dessin erroné aussi. Hein. Ça, c'est pour revenir vers le clown. Un mauvais dessin peut très bien parler aussi. Hein. Et il faut en être conscient, évidemment, il faut le voir. Parce que sinon, on peut se faire entraîner dans le truc. Quoi. Donc oui, je pense que c'est possible, mais c'est quand même bien utile des fois. Et c'est vrai qu'après, en navigation, c'est pas simple. Et vous avez des mathématiques, parce que vous êtes quand même dans le monde de la géométrie sphérique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droite parallèle, le théorème de Pythagore, il est faux. Vous pouvez faire un triangle avec 3 angles droits en navigation, et c'est pas des trucs simples. Et puis l'orthodoxie et la loxodromie, là, cap constant ou le plus court chemin, c'est des trucs que les navigateurs utilisent. Et effectivement, ça commence à être un petit peu pointu en mathématiques, donc c'est pas évident. Hein. Je sais pas à quel degré vous faisiez le truc de navigation, mais quand on commence à tenir compte de la rotondité de la Terre, c'est pas simple. Ouais. Voilà. Merci. Il y avait d'autres questions? Oui. Ah, le matheux local. Oui, en fait, sans le micro. Non, mais c'est parce qu'en fait, il faut le micro. Moi, j'aurais pu parler sans micro, mais il faut le micro pour la vidéo. C'est filmé pour Internet. Bon, juste une question sur l'apprentissage des maths par le clown. C'est très, très intéressant. Vous avez souvent parlé que le public visé était les enfants. Or, il est commun d'essayer d'enseigner plein de choses aux enfants, et ça se fait à l'école. Or, il me semble que les gens, plus tard, dans un âge plus avancé, dans le milieu professionnel et après, auraient aussi encore grand besoin d'apprendre des mathématiques. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi ne pas utiliser le clown, la démarche clownesque, pour faire des spectacles pour adultes et leur montrer, les mettre devant leurs contradictions, devant leur ignorance, et faire vraiment, ne pas cibler spécialement les enfants, mais les adultes? Alors, je suis d'accord, absolument d'accord, et même enthousiaste pour une telle idée. Je répondrai là-dessus plusieurs choses. D'une part, l'illogique, comme je l'ai dit, on ne fait pas uniquement des mathématiques, on propose aussi des spectacles un petit peu plus en rapport avec la physique. On reste toujours sur la théorie, et pas sur la pratique. On a un spectacle, par exemple, qu'on tourne, lui, pas mal avec les adultes, qui est clownesque, qui est sur la pensée critique. Et sur un peu, qui s'appelle « Dépensons », en 2 mots. Arrêtons de penser, et puis c'est sur la société de consommation. Ça, on le joue pour les adultes, et la pensée critique, c'est un truc qui, moi, me paraît vital aujourd'hui, d'apprendre à raisonner correctement. Enfin, combien de fois on voit des erreurs logiques de raisonnement à la radio, on les entend, vraiment, c'est assez flagrant. Donc là-dessus, on a un spectacle. Après, moi, j'aurais toujours voulu en faire un sur la logique, puisque c'était ma spécialité. J'aimerais bien expliquer les théorèmes d'incomplétude de Gödel par le clown. Mais après, oui, en effet, très bonne idée. Faire un spectacle sur les mathématiques, parce que là, je pense que c'est plus votre idée, sur les mathématiques un petit peu du quotidien, c'est-à-dire en gros la règle de 3, l'arithmétique, et peut-être une base sur les fonctions, et disons les équations simples, et la géométrie de base. Enfin, ça serait un peu ça, reprendre peut-être ce qui est à la fin du collège, début de seconde, quoi. Oui, pour des adultes. Oui, hein, je parle des adultes dans la rue, des adultes... Ah oui, bah effectivement, c'est intéressant, mais c'est du temps, un budget, du travail. Mais je trouve que ça serait effectivement très... Après, il faut trouver le réseau aussi, où jouer ces spectacles-là. Mais on trouve, hein. Parce que, par exemple, il ne faut pas se leurrer, 95% des spectacles que nous jouons sont gratuits pour le public. Hein. On ne joue jamais avec l'illogique, avec une entrée payante et une billetterie. Et les gens, ça va, ils ne sont pas fous. Attends, on va faire un spectacle sur les maths, je ne vais pas payer pour ça. Hein. Alors c'est gratuit, bon, ils viennent. Mais c'est vrai qu'on a des difficultés. Je ne sais pas si tu connais la Nuit des maths. C'est ceux qui organisent le concours Kangourou, ils font ça à Tours, là. Et tous les spectacles qu'ils font, ils remplissent, il y a du monde, mais parce que c'est gratuit. Les réservations sont payantes. On fait des petits trucs un peu...
Mais donc voilà, les gens ont du mal à payer pour aller faire des maths, hein, une fois adultes. Hein. Donc je veux dire, donc pour le financement, c'est pas évident pour faire tourner le truc, quoi, faire venir les comédiens et tout ça. Mais effectivement, moi je trouve que c'est intéressant, comme je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Effectivement, viser à faire un spectacle de vulgarisation des mathématiques pour l'adulte de la rue, quoi, qui a arrêté les maths, qui a fait des maths à l'école, quoi, en gros, puis qui a arrêté après. Ouais. Ouais, par exemple, un outil qui peut être utilisé, que moi-même j'utilise des fois pour des petits exposés, c'est la magie, les tours de magie, les tours de magie mathématiques. Oui. Et ça, peut-être, c'est un moyen de capter, de chercher à comprendre le truc qui réside dans un problème ou un petit théorème mathématique. Oui. Et ça peut être accessible. Il y a certaines choses qui peuvent être accessibles pour un grand public, mais d'adultes. Comment il s'appelle son nom ne me revient pas, il me revient d'ailleurs. Un mathémagicien qui est toujours là au congrès de maths, à la PMEP, Koudler, il s'appelle, je ne sais plus. Et effectivement, lui, il fait des spectacles de magie et il explique, donc c'est de la mathémagie, et il explique derrière la mathématique qu'il y a derrière. Voilà, il explique ce qu'il y a derrière, donc là c'est intéressant mathématiquement. Parce qu'ensuite, après, nous, l'illogique, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser le clown et le théâtre pour faire comprendre les mathématiques, et non pas d'utiliser les mathématiques pour aller améliorer le théâtre. Parce qu'après, il y a d'autres magiciens qui font des tours incroyables, et en fait, derrière, c'est une équation de maths qui fait que son truc, il fonctionne, et il ne le dit pas. Là, ça ne permet pas de faire comprendre les maths. Mais effectivement, quand on fait vraiment de la mathémagie, c'est-à-dire d'abord on fait le tour, et après on dit mais comment ça marche, etc., et on explique mathématiquement ce qui se passe, là on arrive à choper des petits trucs. Bon, en général c'est de l'arithmétique plutôt, on n'est pas dans la théorie des fonctions ni dans la géométrie, mais si, géométrie, il y a des trucs qui sont intéressants d'ailleurs. Si, en topologie aussi, on peut faire des choses sur le groupe fondamental, sur des choses très intéressantes en topologie. Oui, bonsoir. Vous me faites penser, quand vous avez évoqué Charlot et De Funès, et vu les deux questions qui viennent d'être posées, est-ce qu'il faut automatiquement représenter graphiquement pour faire comprendre quelque chose? Je pense à Raymond DeVos, grand public. Grand clown. Grand clown, voilà, vous l'avez dit avant moi, hein, qui parle de son bâton, enfin le sketch je ne connais pas très bien, mais le bout du bâton, etc. Or, à ma connaissance, bon, pour tout un chacun un bout, donc on voit bien ce que c'est, mais il n'a jamais fait la comparaison avec le segment. Et en fait, son histoire du bout et d'un bâton avec deux bouts, ça devrait être un prélude, en fait, l'explication d'un segment. Oui, hein, sauf que lui, après, il casse le bâton. Voilà. Et il en fait deux autres. Il y a 4 bouts, du coup. Mais est-ce que ce n'était pas un précurseur il est tout à fait... D'ailleurs, Bobby Lapointe est presque aussi là-dedans, le chanteur un petit peu, mais Raymond DeVos, c'est vraiment, pour moi, le maître là-dedans. Et effectivement, c'est un clown, parce qu'il nous embarque complètement dans l'ubuesque, il est dans l'autodérision, il a toujours des problèmes, etc. Il part complètement dans l'imaginaire, et il est cohérent tout le temps, c'est logique. Il y a toujours de la cohérence. Je pense là à cet immeuble, il va dans l'immeuble, il va pour prendre l'ascenseur, il n'y avait pas de bouton. Bon, bah, après, il va dehors, il voit que l'immeuble n'a pas d'étage. Il dit, ça explique pourquoi l'ascenseur n'a pas de bouton. Moi, je trouve ça, c'est très drôle, parce que c'est cohérent. Mais alors, on se demande à quoi sert l'ascenseur. Mais on s'en fiche, c'est pas important. Et oui, Raymond DeVos, c'est une très grande personne, hein. Absolument. Ah, là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Platon faisait dire à Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vint ensuite Montaigne avec le que sais-je de l'apologie de Raymond Sebon. Puis, près de nous, Pierre Dac déclarait « Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. » Alors, question à la Raymond DeVos, peut-on dire 3 fois rien sur la théorie du tout ? Voilà, je réponds à la question, peut-on dire 3 fois rien sur la théorie du tout? On peut monter sur la théorie du tout et puis dire 3 fois rien. Je sais pas, qu'est-ce que je peux répondre à ça. En tout cas, que les petites choses, les choses inversées, ça fonctionne. Pierre Dac, il disait aussi... non, c'était Woody Allen, je sais plus...
L'imbécile qui marche va toujours plus loin que l'homme intelligent assis. Des aphorismes. Moi j'aime beaucoup les petites phrases, les petites citations qui font réfléchir. Il y en a plein qui sont très clownesques. Mon fils à Noël, il m'a offert des proverbes chinois. Pourtant c'est connu tout ça, mais il y en a des très drôles et qui permettent de réfléchir. Là, à brûle-pourpoint comme ça, c'était quoi la question ? Est-ce qu'on peut dire 3 fois rien sur la théorie du tout ? C'était plutôt un jeu de mots. Bah oui. Le rien, dans le livre, je me suis amusé à écrire entre les chapitres des petits trucs un peu absurdes qui mènent à rien. Et il y a notamment l'histoire d'un type qui s'est fait voler son trou. Et donc, il avait un trou, et puis il est revenu, son trou n'était plus là. Et parce qu'évidemment, quelqu'un l'avait bouché. Alors, il a dit, où est mon trou ? Rendez-moi mon trou. Et le gars a dit, bah, j'ai vidé ma terre dedans avec mon seau qui est là. Il a dit, ah, bah, il est là, mon trou. Il est dans le seau. Rendez-moi le trou. Oui, mais c'est mon seau. Oui, mais rendez-moi le trou qui est à l'intérieur du seau. Enfin, on peut se battre comme ça sur des... quand on explique les... Qu'est-ce qu'on avait dans le spectacle sur le cerveau, sur les neurones, on explique que le neurone est un tuyau. Et donc, en fait, c'est un trou avec sa membrane autour. Et on dit, ah oui, ouais, le trou, ouais, parce que vous voulez entourer un tuyau. Et on en arrive au fait que le tuyau, il faut bien entourer le trou qui est à l'intérieur, quand même. Et si vous achetez un tuyau sans le tour, juste le trou, c'est moins cher. Bon, on peut aller... Une dernière question. Oui. Une légende raconte qu'Erwin Schrödinger trouva sa fameuse équation au matin d'une nuit X avec une de ses nombreuses maîtresses, hélas demeurée inconnue. Par ailleurs, Albert Einstein disait que l'imagination est le véritable terrain de germination scientifique. Mais on sait qu'aujourd'hui, les chercheurs acquièrent une partie de leur notoriété à mesure des articles scientifiques qu'ils publient. Donc, question, direz-vous que la copulation est le véritable terreau de la reproduction scientifique ? N'importe quoi. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? J'en suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que, c'est peut-être un peu plus sérieux ce que je dis là, mais que la question des mathématiques et évidemment du clown est très liée aux émotions et à l'imaginaire. On ne peut pas faire de mathématiques si on ne va pas dans l'imaginaire, si on n'écoute pas ses émotions, notamment l'humour. Après, peut-être une question, je ne la retiens pas, là, si vous voulez raconter des trucs. Entre... Je vous la referai à la ouais, voilà. Ouais. C'était sur quoi ? C'est le truc. Sur, oui, non, mais la copulation, j'essaye de... Parce qu'on était sur le X. Bon, le X, évidemment, avec son ambiguïté de l'inconnu la plus célèbre, et la connotation érotique. Donc, après, on peut aller se promener là-dedans. Hein. Nous, dans un des spectacles, ça fonctionne très bien avec les terminales. Il y a une équation au tableau. On dit il faut trouver X. Et il y en a un abruti qui dit oh, ben, je sais où il est, moi. Il est là. Bon. Alors que X, il faut le trouver. C'est pas trouver où est-ce qu'il est écrit sur le tableau, évidemment. Il faut résoudre l'équation. Je suis navré, je suis un peu dérouté par vos questions. C'est pas évident. Vous aviez une question là-bas, madame? Non, je crois. En rose, là. Ah. Tu vois, je t'avais dit, ils sont bavards. Ah bah oui. Mais C'était pas forcément une question, c'était plutôt de vous dire merci parce que je pense avoir compris ce soir pourquoi ça marche. Je vous explique, en fait, moi je travaille avec des 16-19 ans qui sont très 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 loin du scolaire. Certains sous main de justice et d'autres pas. D'autres missions locales, mais très 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 loin de... Enfin, l'école, c'est vraiment pas leur truc. Et pourtant, je suis une convaincue de tout ce qui est clown et théâtre d'impro parce que j'utilise beaucoup en insertion pro. Pour commencer la démarche d'oser aller voir un patron, de passer un coup de fil, etc. Et les mathématiques, je n'osais pas parce que je ne suis pas à l'aise du tout en mathématiques. Mais en fait, je me rendais compte que ça marchait, mais je ne savais pas pourquoi. Et en fait, je viens de comprendre ce soir. C'est qu'en fait, je pense que vraiment, je ne suis pas douée en mathématiques. Ça, je le sais depuis bien longtemps. Mais que du coup, vu que je pars sur le principe que en fait, je ne sais pas, et ben, en fait, j'ai besoin
à chaque fois des jeunes que j'accompagne pour qu'ils m'aident. Et en fait, c'est dans ce sens-là. Et du coup, je viens de comprendre qu'en fait, je fais un peu le clown sans le savoir. Enfin, je ne le savais pas, mais voilà. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci. Écoutez, d'accord, mais oui, ça fonctionne. Et effectivement, vous pouvez très bien faire des mathématiques si vous-même, vous n'êtes pas... mais par contre, il faut aller doucement et avec eux et s'efforcer de comprendre. Et le clown, évidemment, il ouvre... oui, plein de portes, le travail d'impro et toutes ces choses-là, bah, ça permet de libérer, d'oser dire les trucs, oser poser les questions. Et ça, c'est fou. Combien de fois, dans la vie, nous-mêmes, ou les enfants, ils n'osent pas poser les questions. Parce qu'on a peur du ridicule. Le clown, lui, il est ridicule d'entrée. Donc on peut poser les questions, on peut y aller, quoi. Ouais, enfin, poser les questions... quand on est sur la question des mathématiques, etc., là, chacun fait bien ce qu'il veut, mais oser poser les questions, mettre les pieds dans le plat. Et effectivement, Jacques Otto il disait vraiment ça, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller enseigner les mathématiques si on n'y connaît rien, mais qu'on s'y intéresse et qu'on y va. Il disait aussi que tout est dans tout. Moi, je trouve ça très intéressant de se dire que quand on prend n'importe quel objet, en fait, si on l'étudie pendant un an, là c'est du plastique, on va aller sur la chimie, ça a la forme d'un cylindre, on va faire les mathématiques, la physique, on va le lancer, l'eau. En fait, si on étudie n'importe quel objet pendant des années et qu'on creuse, la table là, le bois, les essences des arbres, la forêt, etc., tout est dans tout. Et on le retrouve avec Internet. Parce qu'avec Internet, vous cliquez sur choucroute et 5 minutes après, vous êtes sur Anaconda. Ça n'a rien à voir, mais en fait, tout est lié, quoi. Et je trouve ça intéressant, ce rapport conceptuel à la connaissance, qui est globalisant, en fait, et non pas local. Il y a d'autres remarques, questions? Et on là-bas. Encore moi, juste une remarque formelle. Pourquoi exhiber le fait que vous allez parler de mathématiques dans vos spectacles? Pourquoi ne pas dire que vous faites un spectacle de clown ou n'importe quoi, sans dire qu'il va s'agir de maths? Parce que, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les maths peuvent faire peur et les gens ne sont même pas prêts à payer même 1 euro pour aller voir des maths. Ouais. Alors effectivement, d'abord les maths font peur, mais le clown aussi fait peur. Hein. La coulrophobie, ça existe, c'est la peur panique des clowns. Il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés enfants par des clowns, le comédien ne devait pas être très pertinent. Et souvent, on est traumatisé parce qu'en fait, les clowns, les acteurs clowns, en général, ils ont un certain âge. Hein, ils ont au moins souvent passé les 40 ans, tranquille. On fait rarement du clown à 18 ans ou 20 ans. Mais le problème, c'est que le clown, il est dans l'enfance. Lui, le clown. Et donc, il fait peur. Il peut vraiment faire peur à certains enfants parce qu'il voit un adulte qui est dans l'enfance. Et qui est même pire qu'un enfant. Parce qu'on peut avoir des clowns, des fois, j'en sais rien, qui par exemple n'ont jamais vu d'enfant. Moi j'ai déjà joué ça, c'est rigolo comme tout, à faire ça avec des enfants. Mais vous êtes petits, vous êtes bizarres, vous êtes des humains. Mais oui, on est des enfants. Ah, un enfant, c'est ça. J'en avais jamais vu avant. Et les enfants finissent par croire le clown qui dit qu'il n'a jamais vu d'enfant. Et au bout d'un moment, il y en a un qui dit « Oui, mais toi, dis donc, quand tu étais petit, comment t'as fait ?» Ou je sais pas, quelqu'un qui n'a jamais mangé, le clown qui découvre la nourriture pour la première fois. Et donc ça les déstabilise, et donc effectivement le clown fait peur et la mathématique fait peur. Donc pour en venir à la question, régulièrement on a surtout un spectacle pile ou face qui est plutôt scientifique. On essaye, dès qu'on va sur des festivals, des interventions qui sont tout public, oui, moi je ne viens pas préciser qu'effectivement c'est du spectacle scientifique. Mais après, il y a qu'on est aussi beaucoup sollicité pour cette raison-là, pendant la fête de la science, pendant la nuit de la recherche, pendant la semaine des mathématiques par exemple, et où là les gens mettent justement en avant le contraire, nous on fait des maths, mais regardez, on sait s'amuser aussi, on propose aussi des spectacles. Donc souvent la thématique elle est annoncée avant, et les gens viennent en connaissance de cause. Mais c'est effectivement pas systématique, et effectivement il ne faut pas spécifiquement le mettre en avant pour ça, hein, je suis bien d'accord. Et la plupart des spectacles, nous, qu'on propose,
Quelqu'un qui est nul en maths, qui connaît rien, il peut très bien voir le spectacle, il va suivre l'histoire, il y aura de la dramaturgie, de l'humour, des chansons, comme n'importe quel spectacle en fait. Hein. Oui, oui. Faut pas forcément rester bloqué dans ce truc-là, mais de fait, on est quand même souvent là-dedans, quoi. Bon, ouais. Plus de questions? Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, merci à vous d'avoir bien voulu m'écouter. Et